Nous achevons nos auditions de la semaine en recevant le groupe M6. Je souhaite la bienvenue à Madame Karine Blouet, membre du directoire en charge des affaires publiques et secrétaire générale. Bonjour Madame. Monsieur Guillaume Charles, membre du directoire en charge des antennes et du contenu. Bonjour Monsieur. Monsieur Christophe Foglio, directeur des ressources humaines du groupe. Bonjour. Madame Marianne Hurier, directrice juridique adjointe en charge de la SND, votre filiale de distribution. Bonjour. Madame Marie Loisel, bonjour aussi, directrice des antennes et des contenus. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Pour mémoire, le groupe né en 1987 possède aujourd'hui 13 chaînes de télévision, dont 4 en clair, mais aussi 3 stations de radio. Vous possédez aussi des filiales de production, d'acquisition et de distribution de contenu. Vous nous en parlerez. Vous êtes aussi un acteur historique de la télé-réalité en France, ce type de programme présentant de notre point de vue des risques particuliers de violence. Enfin, votre activité est particulièrement diversifiée puisque vous investissez également dans l'immobilier par le biais du réseau d'agences immobilières qui porte le nom de l'une de vos incarnations. J'imagine que nous y reviendrons compte tenu des accusations forcément qui ont été portées contre lui. Nous avons souhaité vous entendre dans un format permettant à chaque pan de votre activité d'être représenté afin que vous puissiez nous faire part très concrètement des problèmes que vous constatez à la fois dans la production, les acquisitions, la gestion de l'antenne, mais aussi nous rendre compte des actions que vous menez dans ce domaine, à la fois vis-à-vis de vos salariés, mais aussi de ceux de vos partenaires économiques qui pourraient être impliqués. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Je vous invite donc successivement, et vraiment la succession est importante, à allumer votre micro, à lever la main droite, à dire « je le jure » et à éteindre votre micro juste après pour que la personne à côté puisse le faire. Merci. Je le jure. 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 Vous êtes la première série parfaite de Je le jure, donc félicitations, vous êtes les premiers à réussir cet exercice, cette épreuve. Je vous propose de commencer par un propos liminaire si vous le souhaitez. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, merci de nous recevoir dans le cadre de votre commission d'enquête. Ces travaux traitent de sujets qui sont importants pour le groupe, sur des sujets auxquels notre groupe est particulièrement attaché et vigilant. Donc nous allons effectivement faire un propos liminaire, mes collègues et moi, autour de différents axes. D'abord pour vous dire que la diversité de nos médias, que vous avez rappelé, nos lignes éditoriales avec des publics divers auxquels on s'adresse, nous confère évidemment une responsabilité particulière. J'en veux pour preuve 2 exemples. Nous avons dans le groupe une chaîne jeunesse, plusieurs chaînes jeunesse d'ailleurs, mais notamment une chaîne jeunesse que tout le monde connaît, Gulli, sur la TNT gratuite. C'est pas anodin, ça requiert un respect d'autant plus scrupuleux de certaines règles spécifiques qui sont fixées par le cadre juridique et par l'ARCOM, j'y reviendrai brièvement. Nous sommes également très présents dans l'information et donc de ce fait très vigilants en matière de déontologie et d'indépendance de l'information, qui sont des sujets, je le sais aussi, qui vous préoccupent et qui ne sont pas complètement éloignés du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Alors, nous avons noté que votre commission d'enquête a pour objectif de faire un état des lieux des abus et violences que peuvent subir des personnes mineures ou majeures dans ces secteurs et d'identifier les mécanismes et les défaillances associées. En ce qui nous concerne, voilà ce que je souhaitais vous rappeler. Alors, et pardon s'il y a des répétitions, bien sûr, avec ce que vous avez déjà entendu, puisque nous arrivons en bout de course, si j'ose dire. Donc, nous sommes... ou en milieu, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, certainement des répétitions. Donc, nous sommes soumis à un corpus juridique, comme vous le savez, qui est double. D'une part, nous avons les règles générales du Code du travail, qui sont liées à la responsabilité de l'employeur.
Donc le Code du travail qui dispose qu'on doit prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. On a dessiné un système de référence. Christophe Oglio, qui est directeur des ressources humaines du groupe, pourra évidemment revenir en détail sur l'ensemble de ces dispositifs. D'autre part, on est soumis évidemment à des règles sectorielles spécifiques qui sont liées à nos activités dans les médias, donc évidemment au premier rang desquelles la loi du visuel de 1986. Je rappelle juste, et là encore, pardon pour la redite, l'ARCOM doit assurer la protection de l'enfance, la vigilance de l'autorité et renforcer en ce qui concerne les programmes destinés à l'enfance et à la jeunesse, le respect des droits des femmes dans le domaine audiovisuel, avec une autorité qui contrôle nos programmes qui doivent notamment assurer une juste représentation des femmes et des hommes, lutter contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Alors, l'ARCOM a complété tout ce socle législatif par plusieurs délibérations. Le respect de la signalétique, bien sûr, que nous avions déjà depuis fort longtemps, mais aussi des délibérations relatives à l'intervention des mineurs dans le cadre d'émissions de télévision en 2007, suivi d'une charte sur la protection des mineurs, initiée d'ailleurs par M6, France Télévisions, TF1 et Canal en 2008, et enfin une délibération relative au respect des droits des femmes en 2015. Ce qui a conduit d'ailleurs à une dernière strate, si j'ose dire, dans nos conventions, à l'occasion des renégociations des conventions que nous avons eues pour M6 et pour nos autres chaînes de la TNT, dans la prolongation des plus 5 ans en 2018, en 2019, puis en 2023 pour M6, et enfin maintenant pour W9, Gulli et Paris Première. Nous avons traduit avec l'ARCOM ces obligations et ces délibérations dans le cadre de nos conventions. Et donc là, en l'occurrence, après négociations diverses et variées sur bien des aspects, nous avons pris des engagements et des obligations relatives aux droits de la personne, aux droits des participants aux émissions et aux témoignages de mineurs. Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que l'ARCOM déjà intervenu pour nos chaînes et ces sujets, mais on n'a jamais eu de sanctions à notre encontre, en tout cas pas depuis que je suis dans le groupe, pas depuis une dizaine d'années, sur ces sujets. Alors, nos actions pour prévenir et lutter contre tous les types de violences, évidemment, ne se limitent pas à ces obligations. Notre groupe, on y reviendra longuement, notamment Guillaume, a été précurseur et demeure chaque année très engagé sur ces sujets, que ce soit sur les programmes, sur les contenus, sur les mesures préventives que l'on prend aussi pour lutter contre différents types d'agissements sexistes, sexuels et pas que dans nos productions. On a également des initiatives fortes, parfois nous en sommes même les moteurs, pour diffuser des campagnes de sensibilisation sur l'ensemble des antennes du groupe. On a eu une campagne contre le harcèlement de rue intitulée Tous concernés, qui a été produite par nos services et diffusée sur nos antennes, qui a été présentée, parce que c'était un engagement vraiment très fort du groupe, par nos animateurs emblématiques à ce moment-là. Et je voulais juste vous signaler, puisque là, depuis septembre, on diffuse sur nos antennes une campagne qui a été initiée par Gulli, qui a été spécifiquement conçue par des enfants du primaire et qui vise à lutter contre le harcèlement. Et qui a été tournée dans une école avec des enfants qui ont fait le scénario avec la réalisatrice, puisque jusqu'à présent, il y avait des campagnes, comme vous le savez, qui étaient, on va dire, plus destinées à un public adolescent ou collégien. Il nous semblait très important, avec cette responsabilité-là que nous avons avec Gulli, d'avoir également une sensibilisation très forte vis-à-vis du public un peu plus jeune et en école, puisqu'on sait que malheureusement ces choses-là démarrent assez tôt et la sensibilisation est très importante. Alors je vais passer à présent la parole à Guillaume Charles, qui est membre du directoire en charge des antennes et des contenus du groupe. Merci Karine. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc j'ai la charge des antennes et contenus, en particulier du média télévision dans le groupe. Et je pense depuis sa création, probablement parce qu'on est une des chaînes finalement un nouvel entrant et pas une chaîne très ancienne, nous avons toujours eu à cœur de traiter, de sensibiliser, d'informer, d'alerter sur les grands sujets de société. Nous sommes une chaîne avec une majorité de téléspectatrices, donc nous sommes aussi particulièrement concernés, je dirais, et parfois solidaires de notre public sur des sujets qui peuvent être parfois difficiles. Depuis plus de 30 ans, 37 ans, nous cherchons à sensibiliser sur ces sujets, sur les sujets des violences sexuelles et violences sexistes, au travers de différents médias, je dirais. Le premier, c'est l'information.
Donc M6 a aujourd'hui les magazines d'information les plus performants en prime time. Et donc une marque comme Zone Interdite considère que c'est une mission qu'elle doit remplir, comme je le disais, d'informer, d'alerter sur des problèmes sociétaux. Elle l'a fait par exemple sur les violences faites aux femmes, en particulier dans les couples, il y a à peine 3 ans, dans un numéro qui était entièrement dédié à ce sujet. Nous avons aussi beaucoup de documentaires, et j'insiste un peu dans les documentaires à des heures aussi où il y a de l'écoute. Ce n'est pas des documentaires qu'on passe je ne sais pas où. Par exemple, vous avez tous entendu parler du documentaire qu'on avait fait avec Emmanuel Béard, Un silence si bruyant, sur, là on était dans les cas d'inceste, mais qui sont une forme de violence évidemment sexuelle très forte. Marie Portolano, qui nous avait rejoint un temps, a fait aussi un documentaire des blouses pas si blanches sur les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de la médecine, enfin en tout cas du domaine médical. Donc vous le voyez, on a un engagement au travers de l'information dans 66 minutes, évidemment dans les JT, et une implication forte pour des campagnes de sensibilisation, que ce soit sur le 3919 ou plus récemment pour le 25 novembre, nous avions toute une après-midi consacrée à des documentaires sur les violences conjugales. Alors on le fait aussi par la fiction, parce que voilà, il y a aussi... Voilà, parfois, il est plus facile, peut-être, entre guillemets, pour un téléspectateur ou pour une audience, finalement, de voir la réalité crue de ce qu'on peut avoir aussi au travers de la fiction. Et donc, je citerai quelques exemples, mais nous avions fait À la folie, réalisé par Andrea Bescon, donc sur, en l'occurrence, une situation de violence extrême avec un pervers narcissique, ou Elle m'a sauvé, qui avait été une fiction semi-documentaire, mais basé malheureusement sur 2 féminicides, enfin une tentative de féminicide et un féminicide, où on voyait le destin croisé finalement de 2 victimes et qui était basé sur 2 histoires vraies dramatiques. Ça, voilà, je voulais quand même insister sur ce point-là pour vous montrer que c'est pas nouveau et que c'est un sujet qui nous a toujours tenu à cœur et sur lequel nos équipes de journalistes et de fiction sont particulièrement responsabilisées. Notre deuxième responsabilité en tant que média, là on était plus vis-à-vis du public, c'est évidemment de s'assurer que dans nos productions, qu'elles soient faites directement par nous ou qu'elles soient faites par nos partenaires de production, on ait les conditions évidemment d'un travail, de relations de travail et une sécurité, je dirais, des différents intervenants et intervenantes à tous les niveaux. Et pour cela, on y reviendra. Nous avons des clauses contractuelles depuis 4 ans, je pense, qui nous garantissent vis-à-vis des producteurs externes, évidemment de l'interne, mais là on est plus dans un contexte presque RH, et on y reviendra aussi, mais qui nous garantissent la sécurité, les comportements, enfin qu'il n'y ait pas de débordement de ce type sur les lieux de tournage ou sur les productions sur lesquelles nous sommes partenaires. Christophe Foglio y reviendra. Nous avons par ailleurs, et là je parle plus sur l'interne, donc vraiment nos collaborateurs, un ensemble de mesures, de process, d'alerte en cas de problème, de sanctions aussi, et on reviendra très quantitativement sur le nombre de cas que nous avons pu avoir et les conséquences qu'il y a pu y avoir en termes justement de sanctions ou pas dans certains cas. Donc soyez assuré, je dirais, de la prise en compte très sérieuse que nous faisons de ce sujet-là, et je dirais de l'engagement du groupe aussi pour une campagne de sensibilisation, enfin pour des campagnes de sensibilisation et finalement d'éducation aussi au travers de Gulli, parce que les travers peuvent commencer assez tôt, en effet, on la voit malheureusement parfois dans l'actualité. Nous serons donc à votre disposition pour répondre plus avant. Je vais laisser ensuite la parole à Christophe Foglio, qui va vous préciser, en tant que directeur des ressources humaines du groupe, un petit peu nos démarches internes et tout ce que nous avons mis en place. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, je vais vous parler d'M6. Nous, en termes de prévention et de remontée d'alerte, on a construit nos dispositifs sur des cas concrets. Karine l'a rappelé, l'employeur a des obligations légales, mais elle ne précise pas dans le détail ce que l'on peut faire. Et cette réflexion et ces cas concrets que nous avons menés, nous les avons menés avec nos représentants du personnel. Et ça, c'est un point très important pour moi de le rappeler, puisque tout ça s'est effectué dans un dialogue social de qualité. Et sans eux,
je pense qu'on n'aurait pas avancé aussi vite et aussi précisément. Aujourd'hui, donc il y a des dispositions qui existent, mais on participe notamment dans les dispositifs de branche à la réflexion, puisque c'est le cas en ce moment sur la distribution cinématographique, puisque avec la FNEF, au sein de la FNEF, nous sommes en train de préciser toutes les dispositions de prévention des VHSS, alors qu'elles existent déjà dans cette branche, dans un accord égalité femmes-hommes. Alors au sein du groupe M6, nous disposons de nombreux dispositifs d'alerte. D'abord, dans nos règlements intérieurs, ils sont tous similaires, puisqu'on a 24 sociétés différentes, dont certaines d'entre elles sont réunies au sein du US. Et évidemment, dans nos règlements intérieurs, nous avons les définitions légales du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agissements sexistes, et également le degré de sanction prévu lorsqu'il y a des sanctions disciplinaires à appliquer. Nous avons aussi des accords d'entreprise. Le premier concerne l'égalité professionnelle. Depuis 2012, et dans son article 7, il stipule toutes les dispositions qui visent à lutter contre les VHSS, définition, sensibilisation, moyens de prévention. Et donc il y a quelques semaines, nous avons signé notre 5e accord avec les représentants du personnel. On accompagne également via des dispositifs supplémentaires, en s'appuyant sur des assistantes sociales, des psychologues et l'organisme Action Logement, dès lors que des femmes qui subissent des violences dans leur vie privée se tournent vers nous pour qu'on puisse leur donner des solutions en cas de situation d'urgence. On a également un accord de qualité de vie au travail où on détaille l'ensemble du maillage d'alerte présent au sein du groupe M6. Au-delà des commissions obligatoires, comme celle de l'égalité femmes-hommes, on a mis en œuvre, il y a à peu près 10 ans, une commission paritaire constituée de représentants de l'employeur et des membres de la CSSCT, ainsi que 2 managers, une femme et un homme. Et cette commission, c'est une commission RPS qui permet d'améliorer nos process au fil des années. Je dois dire que, et c'est pour ça que je vous le dis avec beaucoup d'humilité, nous avons appris en marchant. Nous avons construit les choses avec le temps. Lorsque nous avons diligenté notre première enquête, celles que nous diligentons aujourd'hui sont très différentes. Nous avons progressé. Nous avons le code d'éthique et de déontologie. On a signé en 2022 une charte pour les femmes dans les médias. Et toutes ces informations sont compilées et accessibles sur notre réseau d'entreprise, réseau social d'entreprise, et que ce soit aussi en mobilité, en tout lieu, à tout moment. On a aussi le site corporate, on a dans le document unique d'évaluation des risques toutes ces informations. Alors de façon plus concrète, nous avons 1 ou 2 référents par CSE. Ils sont 7 au total au sein du groupe M6, auxquels s'ajoutent 2 référents groupe. Donc ils sont 9. Nous avons 6 femmes, 3 hommes. Ils ont tous évidemment suivi une formation adaptée à leur rôle dans le cadre des VHSS, dispensée par un cabinet externe. Dans le cadre du maillage d'alerte dont je parlais tout à l'heure, en fait, les témoins ou victimes de VHSS savent qu'ils peuvent s'adresser aux 9 référents du groupe, aux responsables des ressources humaines de leur entité, aux représentants du personnel, aux managers, à leurs collègues, aux médecins du travail qui présentent 3 vacations par semaine au sein du groupe, puisque le cabinet médical se situe au sein du groupe, et également à notre infirmière de santé au travail qui est salariée à temps plein chez nous. Donc vous l'avez compris, en fait, c'est l'ensemble du collectif de travail qui aujourd'hui est acteur de la prévention au sein du groupe M6 dans le cadre des VHSS, avec un objectif unique, remonter le plus rapidement possible toutes les informations qui vont nous permettre de faire cesser les situations de souffrance et d'identifier tous les comportements fautifs. Concernant la formation, on a également formé 92% de nos managers. 4% en plus ont été formés au travers de la filière cinématographique, puisque aujourd'hui, vous le savez, le CNC conditionne ses aides à des formations au VHSS. Et donc d'ici fin janvier 2025, nous aurons formé l'ensemble de la communauté managériale du groupe M6. Cette formation, au-delà de cette formation, on a aussi formé
l'ensemble des salariés de 3 sociétés de production du groupe. Studio 89, programme de flux et de divertissement, C Productions, magazine d'information, et SND. Marie-Anne vous parlera plus tard, tout à l'heure, du cinéma, sur la partie distribution cinématographique, coproduction, etc. Pour les tournages, on a systématiquement, de divertissement, on a systématiquement un référent de terrain sur chacun des tournages de la société Studio 89 pour les programmes de divertissement et de flux, qui est là, présent pendant les tournages et qui peut à tout moment remonter des informations aux référents de la société. Dans les contrats de travail de la production, nous avons une clause spécifique pour les salariés non permanents qui interviennent chez nous de façon ponctuelle. Et enfin, on ajoute une attestation sur l'honneur que chacun des participants à nos émissions doit signer en s'engageant à adopter un comportement correct sur les tournages. Aujourd'hui, je travaille avec mes équipes sur un plan de formation global pour l'ensemble de l'entreprise, atelier de sensibilisation ou formation, on n'a pas encore déterminé la forme, mais qui deviendra donc obligatoire pour l'ensemble des salariés du groupe pour l'année 2025. Sur les VHSS, pour être précis, sur les 6 dernières années, nous avons recueilli 13 signalements, 11 pour lesquels nous avons diligenté une enquête. 2 signalements se sont réglés par, je dirais, un simple dialogue entre les parties. Les conclusions des 11 enquêtes qui ont conduit à des sanctions, les conclusions des 11 enquêtes, ont conduit à des sanctions allant de l'avertissement à la mise à pied ou, le cas échéant, à un licenciement pour faute grave. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la situation au sein du groupe M6. Je vous remercie. C'est donc à mon tour. Donc moi, je représente la filiale de distribution et de production SND, donc, qui a pour activité donc, la distribution cinématographique et à l'international, mais aussi la production de films de long métrage et de contenu audiovisuel. À ce titre, donc moi je suis en charge du service juridique, donc j'ai une équipe de 8 personnes qui négocie l'intégralité des contrats qui régissent toutes nos relations, aussi bien avec les autres entreprises du secteur avec lesquelles on travaille, mais aussi dans le cadre de notre activité de producteur. On produit environ 4 à 5 films par an, avec toutes les personnes physiques qui sont amenées à travailler sur nos films, et notamment évidemment les comédiens, les techniciens, les réalisateurs, les auteurs. Et c'est sur ce sujet-là que je vais peut-être plus m'attarder aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, et c'est le sujet sur lequel nous, on a le plus d'input, on va dire. Enfin je le dis mal parce que je le dis en anglais, mais voilà. Merci. Donc, dans nos tournages, on est très attentif à ce que déjà, dès le départ, au moment où on signe les contrats, on insère une clause qui peut faire soit sous forme d'annexe, soit à l'intérieur du contrat, mais dans tous les cas, elle y figure. Avec toutes les personnes physiques avec lesquelles on travaille, on insère une clause de prévention et lutte contre les discriminations, les harcèlements, les agissements sexistes et les incivilités, qui reprend déjà le fait que nous, on est très attentifs à cette cause et qui détaille de la même manière ce qu'on entend par harcèlement sexuel, harcèlement moral, agissement sexiste, agression sexuelle, en évidemment les prohibant, en rappelant à l'artiste ou à la personne en question que si elle se rend coupable de tels agissements, elle sera sanctionnée, en détaillant encore une fois les sanctions. Et surtout, et ce qui est très important pour nous, on donne de manière très précise dans le contrat la liste des personnes auxquelles n'importe qui pourra s'adresser pour, en tant que victime ou en tant que témoin. Ça, on insiste beaucoup sur le côté témoin aussi. Les personnes pourront se tourner pour signaler tout agissement qui serait contraire. Et cette liste est très très complète. En général, on a à peu près entre 5 et 10 noms qui sont notés sur ces clauses, notamment des gens qui sont à la fois sur le tournage, donc les référents harcèlement qui se trouvent sur le tournage, mais aussi tous les numéros utiles à l'extérieur du tournage, parce que parfois ça peut être plus facile pour une personne victime de se tourner vers une aide extérieure. Donc le numéro mis en place par audience via le ministère de la Culture, le 3919, enfin, voilà, une dizaine de numéros en tout. On renforce cette information
parce qu'on sait que les gens ne lisent pas forcément en entier tous les contrats, même s'ils le doivent. Donc on renforce cette information au moment du tournage en leur lisant cette même clause en début de tournage. Cette même clause est également affichée sur le tournage. On nomme évidemment en début de tournage, enfin on ne les nomme pas d'ailleurs, ils sont souvent élus entre pairs, les référents anti-harcèlement qui seront à même d'être à l'écoute de leurs collègues dans ce cadre. Et on met en plus à disposition le kit prévention harcèlement qui est mis en place, qui existe et qui a été fait par le collectif 50-50 sur chaque lieu de tournage pour que chacun puisse le consulter si nécessaire. Et enfin, dans chaque feuille de service, j'en ai là pour exemple, on rappelle dès le début de la feuille de service le nom des personnes sur le tournage référent anti-harcèlement pour qu'ils puissent s'y référer. Donc il y a vraiment un renforcement très très fort qui a été fait depuis quelques années maintenant sur l'information, remonter les agissements qui seraient problématiques dans le cadre du tournage. Et ensuite, alors comme nous, on a quand même une activité de producteur sur des films plutôt familiaux. On a beaucoup d'enfants qui sont sur nos films. On a notamment en ce moment un film en salle qui s'appelle Le Panache, qui met en scène une classe d'adolescents dont l'artiste principal est Beg, et voilà, il y a tout que je vous invite à voir d'ailleurs. Et donc on est vraiment très vigilant sur le travail des enfants, et dans ce cadre, bien évidemment, déjà de base, on respecte évidemment le droit du travail en matière d'engagement d'artistes interprètes mineurs, en lien avec la DRIET qui donne toutes les autorisations nécessaires. Mais en plus, sur chaque tournage, il y a nécessairement des personnes en charge des enfants, et qui dorénavant, depuis quelques mois maintenant, sont aussi agréés par la DRIET. Donc sur Le Panache, je vais continuer sur cet exemple, comme c'était toute une classe d'enfants qui était représentée dans ce film. Il y a eu deux coachs en fait qui étaient en charge de ces enfants, donc qui les accompagnent, qui sont à leur écoute, qui gèrent leur quotidien pendant le tournage, qui veillent également à ce qu'on respecte bien les horaires de travail de ces enfants. Dans la mesure du possible, on fait en sorte qu'un enfant ne se retrouve jamais seul à seul avec un adulte pendant le tournage, et en général, il n'y a pas de raison que ça arrive. Et sur les castings des enfants en amont, parce que ça c'est pendant le tournage, donc pendant le tournage c'est assez facile entre guillemets de bien respecter les choses. Pendant le casting, qui est une période donc avant le tournage, qui est une période où on n'est pas encore l'employeur de cet enfant, on reste très vigilant à ce qu'effectivement il n'y ait pas non plus de débordement à ce moment-là. Donc dans le principe, on demande toujours à ce qu'il y ait un parent qui accompagne un enfant mineur pour un casting, sachant que préalablement à ce casting, le texte qui devra être lu par l'enfant est communiqué aux parents et à l'enfant, sachant que ce texte, c'est nécessairement une scène du film qu'on va jouer. On ne fait pas faire des choses qui sont en dehors de ce qu'on demande pour le film, d'une part, et de deuxième part, dès que l'enfant arrive pour le casting, on lui explique le déroulé. Là encore, il y a des personnes qui sont là en charge de rendre à l'aise les enfants et de faire en sorte que tout se passe bien. Et on rappelle que tous les castings sont filmés. Donc nous-mêmes, on a connaissance des essais des enfants, on voit comment ça se déroule et on a une idée très précise de ce qui s'est fait pendant le casting. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Pendant la promotion du film, parce que ça aussi c'est un autre temps qui est important et auquel peuvent prendre part parfois les enfants mineurs dans nos films. De la même manière, on demande à ce que systématiquement il y ait un représentant légal de l'enfant qui soit avec l'enfant au moment où il va faire par exemple un plateau télé ou une séance de cinéma en avant-première ou ce genre de choses. Et nous, on a une personne dans l'équipe de distribution des SND qui est vraiment dédiée à l'accompagnement des talents et notamment des enfants pour lesquels on a vraiment une vigilance très particulière. Donc voilà. Et après, je pense que j'ai à peu près fini. Je vais peut-être juste vous parler de la coordination d'intimité, puisqu'on sait que ce sont des moments qui peuvent être problématiques ou en tout cas à risque pour les acteurs. Et donc, pour ces moments de scène mettant à nu les comédiens, on leur propose systématiquement, si dans nos films il y a ce type de scène, de mettre à leur disposition un coordinateur d'intimité.
Alors, il ne le sollicite pas nécessairement parce qu'il y a des comédiens qui sont plus à l'aise sans. Donc, on le laisse vraiment à leur choix. C'est aussi quelque chose qui peut être demandé par les agents. Donc, on sait à l'avance sur certains scénarios que l'acteur ou l'actrice qui va être pris souhaite à ce qu'il y ait un coordinateur d'intimité. Donc, là, bien évidemment, on accède à leur demande. Et pour information, là, on va se produire un feuilleton quotidien qui sera diffusé l'année prochaine sur les antennes, dont on sera producteur, nous, filiale, à 100%. Donc, à ce titre, comme a priori, il y a peu de chances qu'il y ait des scènes intimes très fréquentes, néanmoins, en prévention et pour avoir toutes les choses en main, on a formé 2 coachs à la coordination d'intimité pour que si le cas se présente, on soit déjà paré à faire tout ce qu'il faut. Donc on essaye de vraiment mettre en place les choses de manière préventive le plus possible et d'aller dans le sens de tout ce qui est fait comme recommandation dans le secteur. Merci beaucoup. Madame Loisel, vous vouliez ajouter quelque chose ou... Je vais préciser pour ce qui est du volet plus diffusion sur les chaînes pour nos émissions de flux. Donc c'est vrai qu'en tant que diffuseur audiovisuel, nous sommes extrêmement vigilants dans toutes nos émissions de flux à l'image qui est véhiculée de la femme et plus généralement aux valeurs transmises dans toutes nos émissions. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul pour dire qu'effectivement, il y a un système d'autorégulation qui s'est mis en place au fil des années. Nos émissions sont aujourd'hui totalement encadrées et chartées. À cet égard, nous avons pris par exemple part en 2018 à un groupe de travail initié par l'ARCOM et qui a abouti à la mise en place d'une charte qui a été transmise aux producteurs et qui permet de prévenir tout comportement violent, discriminatoire, sexiste ou attentatoire à l'image de la femme. Et je voulais préciser aussi qu'en fait, tout au long de la fabrication d'une émission, de la production à la diffusion, toutes les mesures nécessaires de prévention sont mises en place pour prévenir ces types d'abus. D'une part, nos producteurs, qui, je le rappelle, s'engagent contractuellement en fait, à produire des émissions qui soient conformes à nos conventions et aux délibérations de l'ARCOM relatives aux droits des femmes notamment. Nos producteurs sont aujourd'hui totalement sensibilisés et formés. On le disait tout à l'heure, ils ont pour la plupart suivi des formations, les formations du CNC et d'autres formations à ce sujet. Et désormais, lors des tournages, comme le soulignait Christophe, des référents sont présents sur place pour recueillir l'éventuelle parole de victimes qui pourraient éventuellement en avoir besoin. Par ailleurs, les participants à nos émissions eux-mêmes sont sensibilisés puisqu'ils signent, comme disait Christophe, une attestation sur l'honneur, s'engageant à adopter des comportements corrects et respectueux à toutes les étapes du tournage. Enfin, une fois l'émission produite, nous avons au sein du groupe un comité de visionnage dédié, composé principalement de femmes, et c'est important de le souligner aussi, qui permet de rester attentif au respect de ces exigences et qui permet d'exclure, s'il en restait toutefois, et s'il pouvait y en avoir, des propos qui pourraient être violents, sexistes ou excluants. Et puis je terminerai en disant qu'une fois diffusées, nos émissions sont soumises bien entendu au visionnage de l'ARCOM qui s'assure de la conformité de celle-ci. Donc voilà, c'est un cadre qui est aujourd'hui très structuré du début de la production jusqu'à la diffusion qui nous permet de nous prévenir de ces comportements abusifs. Je vous remercie beaucoup pour ce propos liminaire. Tu as une question? Je vais te donner la parole. Comme tu veux. Vas-y. Merci, c'était très complet. Et on voit les efforts indéniables que vous faites. Et d'ailleurs, quand on regarde votre programmation, on voit la pluralité du groupe M6. C'est vrai que parfois on pense M6, on pense la chaîne M6, mais vous avez effectivement une pluralité de contenus. Et donc on voit que à côté de contenus effectivement plutôt vertueux, vous avez aussi des contenus qui peuvent nous interroger, et tous ceux que vous produisez autour de la télé-réalité évidemment va nous interroger. Moi j'avais une première question sur... j'ai vu que dans votre dossier de presse de l'année 2024-2025,
vous ne faisiez pas mention à ce qui était ou ce qui est toujours, puisqu'il est toujours à l'antenne, un programme vedette. C'était les programmes sur vente appartement ou vente maison. Donc je voulais savoir, est-ce que c'était un choix délibéré et pourquoi dans ces cas-là avoir continué d'avoir fait le choix de toujours diffuser cette émission sur laquelle vous avez fait un présentateur qui a un certain nombre de déboires. Et la dernière question à ce sujet, visiblement M6 est aussi propriétaire à 51% des agences immobilières du groupe qui fait ces émissions. Enfin, voilà. Donc je voulais avoir un peu une première explication vis-à-vis de ça. Et puis après, on aura d'autres questions sûrement autour de la télé-réalité. Merci. Sur la question du dossier de presse, c'est vrai que le dossier de presse saison 24-25, il présente principalement et quasiment exclusivement les nouveautés, parce qu'on revient assez rarement sur des anciens programmes. Donc, s'il y a une forte nouveauté, une nouvelle saison de Top Chef, on va peut-être faire un article dessus dans ce dossier-là. Mais par exemple, d'autres programmes plus récents, mais qui n'ont pas de nouveautés particulières, ne sont pas traités. Les marques auxquelles vous faites référence, Recherche Appartement et Maison ou Maison à Vendre, ont plus de 15 ans d'ancienneté, donc c'est vrai qu'elles ne font pas l'objet d'un article particulier, n'ayant pas de nouveauté. Et cette année, nous n'avons pas de nouveauté avec Stéphane Plaza, puisque c'est lui dont on parle, donc c'est la raison pour laquelle, dans cette saison-là, il n'était pas présent dans le dossier. Pour être très transparent avec vous, parlons de Stéphane Plaza. C'est évidemment un cas qui nous occupe. Je veux dire, on est au courant aussi, comme vous, de ce qui peut lui arriver. Je vais peut-être refaire la chronologie des événements de notre point de vue et peut-être vous expliquer notre position qui n'a pas changé, je dirais, depuis le jour 1. Donc, lorsque nous avons appris par voie de presse qu'il a été potentiellement, je parle vraiment au conditionnel, puisqu'il y a quand même c'est un cas juridique en cours, donc permettez-moi surtout de ne pas affirmer quoi que ce soit, puisque je ne suis pas au courant évidemment tous les tenants et aboutissants de l'affaire. Mais en tous les cas, lorsque nous avons appris ça, la première chose que nous avons fait dès le jour même, c'est de vérifier, dans le cadre professionnel, s'il y avait eu des agissements, des signalements, ou peut-être a posteriori, puisque suite à ces articles, peut-être il y a aussi parfois une libération de parole qui peut se faire. Donc nous avons immédiatement diligenté une enquête interne via les processus que nous vous avons décrits juste avant, et une enquête aussi, nous avons demandé au producteur Media One et donc Réservoir Production, qui est celui qui produit le plus, je dirais, de programmes avec Stéphane Plaza, les deux que vous avez cités précédemment, de vérifier auprès des intervenants sur les tournages, des gens qui le côtoient, dans les différentes directions même aussi, parce qu'il n'y a pas que le tournage, s'il y avait eu des comportements gênants, problématiques, et si on pouvait continuer ou pas à avoir une relation de travail, je dirais, normale avec Stéphane Plaza. Ces enquêtes ont été menées, on conclut qu'il n'y avait pas de signalement de débordement, et donc dans ce contexte-là, nous continuons notre collaboration avec Stéphane Plaza dans la mesure où les affaires, en tout cas pour lesquelles il comparaîtra dans quelques semaines, sont dans le cadre de sa vie personnelle et n'ont pas eu d'implication aujourd'hui dans sa vie professionnelle. Après, je pense que vous avez senti, avec toute la sincérité que nous avons, l'importance quand même de la libération de la parole. C'est vraiment, nous cherchons en permanence à le faire dans toutes nos activités quotidiennes. Notre autre conviction, je dirais, elle est assez classique, mais c'est aussi la présomption d'innocence. Donc, depuis plus d'1 an que nous suivons cette affaire, nous n'avons pas changé de règles et nous attendons, comme un peu tout le monde, ce qui passera au point de vue juridique, avant de prendre une quelconque décision. Merci, monsieur le rapporteur. A priori, et je dis bien a priori, puisque c'est une des victimes
aurait été quelqu'un qui aurait participé à une des émissions. C'est effectivement un cadre personnel, extra-professionnel, mais la victime, visiblement, est une rencontre issue du monde professionnel. Alors, est-ce que par rapport à ça, vous avez, pour la suite, et justement pour d'autres émissions, pris un certain nombre de précautions, mis en place un certain nombre de règles par rapport à cette spécificité, parce que moi je comprends, hein, moi je suis très soucieux aussi de la présomption d'innocence, mais il y a deux choses, il y a la présomption d'innocence et puis il y a vos obligations que vous connaissez et que vous avez rappelées de protection des autres salariés. Donc par rapport à ça, est-ce que vous n'avez pas des interrogations, sachant que vous êtes en plus, me semble-t-il, mais j'aimerais avoir votre confirmation, dans une position particulière. Est-ce que vous êtes employeur direct de M. Plaza ou pas? Est-ce que c'est les boîtes de production? Et juste aussi sur le sujet qui n'est pas un sujet anodin, parce que si vous êtes... on sait que l'Empire Plaza, il y a ses émissions et puis il y a toutes les agences immobilières. Et vous êtes visiblement propriétaire de 51% de ces agences immobilières. Donc évidemment, ça nous interroge. Et ça doit vous interroger aussi et vous poser un certain nombre de questions. Donc j'aimerais bien aussi que vous puissiez répondre à cette question de votre propriété de ces agences immobilières qui visiblement sont plutôt des affaires lucratives. Monsieur Charles. Alors, en tout cas, vous avez raison, nous sommes propriétaires à 51% du réseau d'agences. Juste pour se souvenir ce que c'est le réseau d'agences, c'est un réseau de franchise. Donc, nous ne sommes pas propriétaires des agences. Nous mettons à la disposition de franchisés le savoir-faire, de la communication, parce que nous faisons de la publicité à la télévision pour le réseau. Donc, on est vraiment sur un système de franchise où les personnes dans les agences ne sont pas des employés du groupe M6, mais sont des franchisés qui utilisent la marque Stéphane Plaza Immobilier et tout le savoir-faire marketing, je dirais, qui est associé, sur lequel finalement nous contribuons. Pour autant, tout ce que j'ai... Alors moi, je ne suis pas en charge de cette activité du tout, mais ça ne retire pas, je dirais que qu'il y ait eu ce réseau ou qu'il n'y ait pas eu ce réseau, ça ne retire pas à ce que j'ai pu dire, qui est notre ligne de conduite depuis le début. On l'aurait eu, réseau ou pas réseau, j'ai envie de dire, par rapport en tout cas à l'attitude que nous avons eue vis-à-vis de Stéphane Plaza. Sur les conditions de rencontre du tournage, bon, j'insiste quand même sur le fait que, oui, ils se sont rencontrés sur un tournage, mais pour autant... plusieurs mois plus tard, enfin tout ce qu'il y a pu y avoir, s'il y a eu quelque chose, en tout cas moi je ne sais pas, mais en tout cas a eu lieu vraiment dans le contexte personnel et pas sur le lieu de tournage ou dans le cadre d'une relation professionnelle, mais véritablement dans le cadre d'une relation personnelle. Donc en cela, voilà, moi je ne suis pas tous les jours avec... Okay. Bon, je vais rajouter une question qui est que certes, il y a votre obligation d'employeur, il y a aussi ce que vous mettez en lumière par vos programmes. Et du coup, là, la question se pose pleine et entière, qui échappe en effet au cadre juridique. Et quelle réflexion avez-vous là-dessus? Et après, j'aurai des questions sur un autre programme. Allez-y. Encore une fois, là, je pense que toute position qu'on prend est une position éditoriale. Aujourd'hui, nous sommes en attente du jugement. Voilà. C'est aussi... alors, normalement, le 9 janvier. Voilà, donc, et s'il est condamné? À date, nous, on ne veut pas avoir à s'exprimer sur ce sujet, parce que là, c'est quand même une affaire personnelle. Et voilà. Donc, permettez-nous de... moi, j'avais une question sur un autre programme qui est 4 mariages pour une lune de miel. Je sais pas si... c'est pas chez nous. Ah bah pardon.
Ah bah d'accord, ok. Bon, bah, excuse-moi, j'aurais dû poser un téléphone. Désolée. Bon, bah, du coup, j'enchaîne sur un autre programme encore qui est Top Chef, mais c'était moins important. Ah zut. Oui, je regarde pas ces émissions. Top Chef, alors, Top Chef, c'est une émission phare de votre chaîne. Et en fait, à chaque fois, mais bon, ça rentre pas dans le cadre des violences, hein, mais et à chaque fois, il y a une forme de sous-représentation, je trouve, des femmes, que ce soit chez les chefs ou chez les candidats, et surtout plus la compétition avance et plus chaque saison les femmes disparaissent un peu au fil des épreuves. Bon, j'imagine que vous n'avez pas de réponse, mais en tout cas je vous en fais la remarque parce que moi ça m'a vraiment frappé sur les dernières saisons, à quel point d'épisode en épisode les femmes disparaissaient de l'écran, quoi. Alors, je partage votre opinion. Donc, je ne peux pas dire mieux. Sur les chefs, la dernière saison, on était à parité parfaite, puisqu'il y avait Hélène Darroze, Dominique Rennes et, ça y est, j'ai un trou de mémoire, Lequelec, pardon, Stéphanie Lequelec, et puis 3 autres chefs. Donc, on était dans une parité parfaite. Et oui, c'est vrai, mais donc, et surtout au niveau des étoiles, en plus, il y en avait plus du côté des filles que des garçons. Donc, sachez en tout cas qu'il y a une intention aussi, moi je pense aussi, de féminiser déjà le jury, parce que ça, on le maîtrise. Sur la compétition, d'abord, il y a des candidats. Donc on fait des castings, mais qui sont des castings. On n'est pas dans un casting, on va dire, de personnalité sympathique ou pas sympathique. Vous voyez, on est sur un casting d'excellence. Donc c'est vrai qu'il y a des présélections. Et ce qui vraiment est très important, c'est quand même le talent culinaire. Et donc là, c'est une profession pour l'instant, mais je pense qu'on contribue aussi à beaucoup changer les mentalités, qui est un peu plus masculine. Et donc, les candidats qu'on reçoit et qui sont sélectionnés à la fin sont... oui, il n'y a pas une parité parfaite. Et après, dans le déroulé de la compétition, encore une fois, avec un jury, pour le coup, paritaire, voilà, à un moment donné, c'est la compétition qui parle. Et ça, voilà, on peut pas influencer la compétition. Il y a un règlement, c'est vraiment un concours culinaire. Donc le résultat est parfois décevant. Il y a eu des vainqueurs, hein, quand même. Je ne dis pas qu'il est décevant, je ne me permettrai pas, non, mais en tout cas, en termes de parité, il l'est. Ouais. Voilà, en tout cas, il ne remplit pas totalement sa fonction en termes de parité, mais le jury, en tout cas, on a vraiment essayé d'envoyer ce message et d'éduquer. Que vous avez fait sur la dernière saison. Monsieur le rapporteur. Pardon, oui. Pardon, je me permets juste de compléter. C'est très important votre question parce que c'est un univers qui est en effet assez masculin, très masculin. Et Guillaume a toujours effectivement tenu, et ses prédécesseurs aussi, à, au contraire, si j'ose dire, avoir une action très volontariste sur le fait qu'on met en lumière des femmes chefs. On peut ajouter sur L'amour est dans le pré, qui est un autre programme phare, qu'on met en lumière là aussi des agricultrices, y compris des agricultrices qui, entre guillemets, dans l'imagerie populaire, étaient sur des secteurs qui étaient auparavant très réservés aux hommes, c'est-à-dire sur de l'élevage, enfin voilà, bon, je ne rentrerai pas dans le détail. De la même façon, c'est un autre sujet, mais qu'on a aussi présenté des agriculteurs homosexuels dans L'amour est dans le pré assez tôt, et également des agriculteurs en situation de handicap, ce qui était, je crois, une grande première à la télévision. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que dans les programmes culinaires, très tôt, on a mis en lumière des chefs cuisiniers en situation de handicap, et je crois que ça a permis de faire évoluer les mentalités de façon assez importante. Monsieur le rapporteur. Oui. Sur la question des émissions de télé-réalité avec leur diversité, parce que c'est vrai que ça vous permet de mettre en avant des problèmes de société. Et moi, j'ai le souvenir sur Top Chef, effectivement, je crois même qu'il avait été second ou premier, même, et je crois que ça a changé le regard, effectivement. Et moi, je connais quelqu'un qui est dans la cuisine et qui m'avait dit, bah oui, ça nous a permettre de nous dire qu'on pouvait être en situation de handicap et travailler dans une cuisine. Donc, évidemment, et voilà. Mais le problème aussi de la télé-réalité, c'est que ça peut faire la promotion d'un certain nombre de comportements. On l'a vu avec certaines émissions de télé-réalité vous les avez fait évoluer, hein, évidemment, mais qui n'étaient pas les plus respectueuses de la question du rapport qu'on peut imaginer aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Alors, il y a eu une évolution. On a auditionné un certain nombre de personnes qui nous ont dit qu'il y avait eu une audition, mais il y a quand même des choses qui me paraissent
problématique justement dans ce qu'on peut faire comme... les émissions de télé-réalité, c'est un jeune public qui le regarde, la plupart. Et donc, il y a des comportements et il y a parfois même des choses qui sont de l'ordre de la volonté d'aller chercher le clash, de la compétition, parce que la compétition, ça peut être sain, mais ça peut aussi entraîner un certain nombre de comportements chez les jeunes qui n'est pas nécessairement les meilleurs. Alors, j'aimerais savoir comment vous gérez ça, et j'ai 2 questions un peu précises sur... un nouveau programme que vous avez le 9 décembre, bientôt, là, dans 4 jours, qui s'appelle The Cerveau. Donc, c'est des anciens candidats de télé-réalité qui vont s'affronter dans les domaines aussi divers que la logique, la mémoire, la culture générale et l'orthographe. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour éviter toute violence, justement, qu'elle soit psychologique ou symbolique, à l'encontre de ces candidats, qui parfois sont des candidats qui ont souffert, alors je ne sais pas quel est votre casting, mais qui ont souffert d'avoir fait de la télé-réalité. Donc ils ont été stigmatisés pour ça, et les remettre en scène, ça peut poser des questions. Premier point. Et puis un autre programme, qui est un programme qui n'est pas sur vos plateformes, c'est MMA Academy, qui est un programme autour de ce qui est quand même... de la violence. Alors, c'est un sport qui est autorisé. Je me pose la question de savoir vraiment pourquoi, d'ailleurs. C'est un jugement de valeur que j'assume, mais qui est autorisé dans notre pays, qui est, j'espère, suffisamment encadré maintenant, mais qui est quand même d'une violence extrême. Et est-ce que vous avez des messages de prévention autour de ces sujets ? Parce que un jeune qui tombe, et là on est sur les plateformes, hein, donc on est sur votre plateforme, donc il n'y a pas, je ne sais pas si vous avez les obligations de la signalétique comme sur vos chaînes. Donc qu'est-ce que vous faites pour essayer qu'en fait le moins de jeunes arrivent à avoir accès à ces programmes-là, ce qui est pour vous en réalité contre-productif ? Alors, je laisserai peut-être Marie vous répondre sur la télé-réalité, parce que, comme on l'a dit, beaucoup de choses ont été faites pour, je pense que ça vous a été dit par ailleurs, mais améliorer les choses s'il y en avait amélioré. Sur le MMA, bon, c'est vrai que c'est avant tout, alors, on peut ne pas être d'accord, mais un sport aujourd'hui qui est légalement autorisé. C'est important, nous sommes un service à la demande qui a les mêmes... pratiquement les mêmes obligations que les chaînes. Donc nous avons des obligations de signalétique. Et par exemple, si une scène violente amène à mettre en moins de 16 ans un contenu, même à la demande, nous le publions et nous le rendons accessible après 22h30. Donc c'est quand même, pardonnez-moi de le dire, mais par rapport à toutes les plateformes que vous pouvez avoir, ou toutes les plateformes de contenu type... je ne vais pas les citer, mais vous avez bien compris, une grosse différence, c'est que nous appliquons les mêmes règles, en tout cas en termes de signalétique et d'heures de diffusion, que ce que nous pouvons avoir sur la télévision, on va dire, linéaire. Donc ça, déjà, c'est une grande différence. Donc des compétitions de MMA sont diffusées après 22h30. Nous, on n'en diffuse pas. Hein. Là, c'est quand même c'est la nouvelle star, ils sont quand même... beaucoup plus protégés, c'est des amateurs, mais dans le programme, si vous l'avez regardé, il y a beaucoup aussi de messages de prévention, entre guillemets, pour dire qu'il ne faut pas le faire chez soi, il faut faire attention, voilà. Non mais, vous avez raison, c'est important, mais en tout cas, en termes d'horaire, de signalétique, nous sommes beaucoup plus encadrés que tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux qui montrent parfois des scènes de violence beaucoup plus fortes. Donc ça, c'est un élément quand même important, c'est que nous sommes dans un cadre très encadré, fort heureusement. Donc ça, c'est pour le MMA. Alors après, sur la télé-réalité, peut-être je vais laisser Marie ou Karine, tu voulais compléter quelque chose. Dire quelque chose de très important. Vous avez raison de dire c'est du public jeune, donc il faut faire attention. Mais il y a aussi cette responsabilité qu'on a, d'abord évidemment pour nous, mais si j'ose dire aussi en tant que diffuseur français réglementé, de pouvoir proposer au public jeune, parce que c'est quand même intéressant qu'il n'y ait pas que des vieux qui regardent la télé ou qui écoutent la radio. Bon, il y a ce processus de vieillissement, on le sait. Mais pourquoi ? Parce que les jeunes sont attirés par, on le sait, les réseaux sociaux, les plateformes, qui sont dans des univers, Guillaume a tout à fait raison de le rappeler, totalement, pour la plupart, déréglementés. C'est la fameuse jurisprudence pays de destination, pays d'origine. Et sur la télé
télé-réalité, ce que je trouve frappant, c'est qu'elle a effectivement beaucoup évolué à la télévision, en bien, mais qu'en revanche, confère la situation de, je ne sais plus comment ça se prononce, ni ça s'écrit, mais Frenchy Shore, pardon, parce que je n'ai pas regardé, dont on sait très bien que, et ça a été dénoncé par beaucoup de gens, alors pour le coup, l'image de la femme, voire, je crois, presque limite pornographique, a d'ailleurs été dénoncée par Rima Abdul-Malak lorsqu'elle était ministre de la Culture. Il n'y a pas de régulation possible, parce que MTV France en fait, n'est pas en France, donc est soumise à la régulation du pays, je crois que c'est en tchèque, ou enfin, je ne sais plus dans quel pays ils sont basés. Et donc nous, on a cette responsabilité de pouvoir garder un public jeune à qui va être proposé un éventail de programmes qui est quand même régulé, surveillé sur le plan déontologique, avec une signalétique, avec des tas de contraintes et d'engagements spécifiques qu'on vous a rappelés, là où ailleurs, ils vont être dans un environnement où il y a tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, que ce soit sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous voyez des pubs pour de l'alcool, bien sûr, mais aussi pour tout un tas d'autres choses. C'est absolument pas réglementé et ça va côtoyer des contenus violents. Enfin, moi, ça me frappe. Donc, c'est vrai que sur nos plateformes, il peut y avoir de la signalétique moins de 12 qui va être proposé, c'est aussi pour que justement on ait un public jeune qui évolue dans un cadre réglementé et contrôlé. Et aujourd'hui, je trouve que le vrai danger de la télé-réalité et des programmes qu'on propose aux jeunes, c'est quand même sur ces plateformes ou ces réseaux sociaux où on est sur une friche quasi totale. Juste pour vous montrer. Conformément aux recommandations, cette vidéo n'est accessible qu'entre 22h30 et 5h du matin. Voilà, c'est juste pour illustrer très concrètement la manière dont nous le traitons. Pour compléter sur la télé-réalité, je voulais aussi préciser qu'en fait, que comme tous nos programmes, en fait, la télé-réalité bénéficie de l'arsenal préventif qu'on met en place sur nos autres émissions. Et on est d'autant plus vigilant sur ce genre de programme, comme on peut se le dire. Et comme vous le soulignez, c'est vrai que ça a énormément évolué et la télé-réalité pure, comme on a pu la connaître, a aujourd'hui évolué vers des jeux de stratégie, d'aventure et ou des valeurs comme... On a aussi des valeurs comme l'esprit d'équipe ou le dépassement de soi. Et c'est vrai aussi que c'est une manière sur le ton un peu de l'humour et du jeu, d'être aussi des vecteurs de diversité et d'inclusion. Notamment de toutes les identités culturelles et de la parité homme-femme, parce que dans nos émissions de télé-réalité, globalement, il y a autant d'hommes que de femmes. Et il est important aussi de noter que les femmes qui participent à ces émissions sont des femmes au caractère fort. Elles sont indépendantes, autonomes. Pour certaines d'entre elles, elles deviennent les héroïnes de ces émissions. Et j'ajouterais que tous les candidats, puisque vous faisiez référence à ces candidats qui ont pu faire d'autres aventures au préalable, tous ces candidats font l'objet d'entrevues avec des psychologues permettant éventuellement de déceler des fragilités chez eux. Pour terminer, je dirais aussi que donc vous faisiez référence au jeune public. Alors, c'est vrai que ces émissions font l'objet d'une signalétique, donc ils sont moins de 10 ans, ils sont diffusés avec la signalétique moins de 10 ans sur W9 tous les soirs, ce qui permet quand même de prévenir les parents de faire attention en fonction de la maturité de leurs enfants et de nous prémunir dans la prévention que nous avons mis en place. Merci. Moi, je voudrais revenir sur le Ilan Castronovo, un candidat connu pour Prince et Princesse de l'amour et pour les Marseillais, sur W9, qui a été mis en cause pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Une information judiciaire pour viol a même été ouverte en 2022. Le manque de réaction de Studio 89, de la filiale du groupe M6, a été pointé du doigt à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous retracer la manière dont vous avez géré cette affaire-là, par exemple, qui est une affaire assez emblématique de ce qu'on peut, de ce à quoi on peut avoir affaire en situation de télé-réalité, quoi. Alors, je vous avoue que je n'ai pas tout l'historique de cette affaire, mais de mémoire, il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, en effet. Voilà, exactement.
Ce qui est vrai en tout cas, c'est que sur les dernières émissions que nous avons eues, il n'a pas été candidat dans ces émissions. Toutefois, je ne peux pas m'avancer sur l'historique précis parce que je ne l'ai pas en tête, mais voilà. On vous enverra peut-être, on va regarder en détail le sujet, on vous enverra tout ça après l'audition. Sur ce sujet, c'est pas un sujet qui tombe de nulle part, donc vous étiez quand même vous imaginiez qu'on allait peut-être vous interroger sur ces questions-là. Je suis surpris de votre réponse, madame, de me dire je suis pas vraiment au courant de ce point-là. Visiblement, la production a été mise en cause. Elle n'aurait pas écouté, elle n'aurait pas vu, elle aurait même minoré. Est-ce que vous êtes pas le producteur? Est-ce que c'est une production déléguée? Est-ce que c'est une production qui dépend d'M6 ou est-ce que c'est une production extérieure? Prince de l'amour, c'est une production Studio 89, en effet. Mais en effet, je n'ai pas eu, en tout cas jusqu'à moi, tous les détails de l'histoire. Mais on va enquêter et puis on vous enverra toutes les informations dont vous avez besoin. C'est comme une information que vous n'avez pas eue et vous n'ayez pas eu l'information qui soit remontée jusqu'à vous. Alors oui, j'ai eu vent de l'information, mais... Parce qu'en fait, il y a 2 micros ouverts, donc Non mais Marie Loisel qui s'occupe de la programmation des émissions, ça n'est pas dans son champ de responsabilité. Elle a été au courant, comme nous tous, qu'il y avait un problème qui était géré par la société de production. Là où, je vous le dis, je vous le confesse, on n'a pas préparé, on n'a pas réenquêté. Moi, j'étais à l'époque en charge que de M6, donc c'est vrai que je ne m'occupais pas de la chaîne en l'occurrence. Ce que je m'engage à faire, c'est à vous donner les éléments de réponse, et précisément sur ce cas-là. Voilà. Peut-être que nous, je sais pas, on en parlera avec Madame la Présidente, mais on se réserve la possibilité aussi d'auditionner les responsables en question. Parce que les faits qui nous sont montés ne sont pas anodins et visiblement, il y a toutes les obligations légales de la production n'ont pas été prises, puisqu'il y a eu la volonté de minorer pour que le show continue, quoi. De ce qu'on en sait comme information, mais nous on aura besoin, parce que c'est pas nominem, c'est pas contre vous, c'est pas contre le groupe, c'est pas contre n'importe qui, c'est juste que nous on veut comprendre, on veut trouver les choses qui font que parfois ça se passe mal pour essayer de les encadrer peut-être de façon plus précise. Très bien. Alors moi je vais venir sur Éric Zemmour maintenant. Éric Zemmour qui jusqu'en 2021, date à laquelle pardon, le CSA l'a qualifié de personnalité politique. Pardonnez-moi. C'est une forme d'allergie quand j'en parle. Il co-animait sur Paris Première l'émission Zemmour et Nolo. Et en 2019, il a été rapporté que la direction de la chaîne avait convoqué Éric Zemmour sans le retirer de l'antenne à la suite d'un discours haineux contre l'islam et l'immigration qu'il avait prononcé à la convention de la droite, alors qu'il avait été condamné pour incitation à la haine raciale. Du coup, est-ce toujours la même ligne que vous adopteriez ? Est-ce que vous considérez que là, la manière dont vous avez géré était dans l'ordre de votre code éthique et déontologique ? Et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez de la même manière les choses ? Alors là, j'avoue que je devrais pourtant le savoir, puisque je m'occupe aussi de ça, mais parce que Éric Zemmour, on a eu plusieurs séquences, donc je ne veux pas dire de bêtises, donc j'ai un petit peu envie quand même de vous dire là aussi que je vous donnerai tous les éléments après l'audition, mais je sais qu'on a eu une mise en demeure de l'ARCOM on avait 2 sujets sur Éric Zemmour, enfin on a eu plusieurs, parce que moi-même en tant que présidente de Paris Première, j'ai eu le plaisir d'aller au Palais de Justice sur un sujet, mais qui remonte à d'autres plus longue échéance. Mais là, en l'occurrence, on avait eu un sujet sur RTL et un sujet sur Paris Première. Sur l'un des deux, nous avions attaqué au Conseil d'État la sanction de l'ARCOM et nous avions eu gain de cause. Et sur l'autre, nous n'avions pas eu gain de cause et je pense que ça doit être celui que vous évoquez.
Et ça a été un très long sujet de débat interne au sein de la maison, de savoir comment on procédait vis-à-vis effectivement de cette personnalité journalistique puis politique. Et puis bien, à partir du moment où il a effectivement basculé du côté officiel de la politique, on l'a enlevé de l'antenne. Enfin, il n'a plus fait partie de la fameuse émission Zemmour et Nolo. Mais ça, c'est sûr. Donc, quand il s'est déclaré candidat, on l'a retiré de Paris Première. Je crois que c'est sur RTL que la sanction de l'Arcom a été ensuite annulée par le Conseil d'État. Et sur celle que vous évoquez, bon, j'allais dire, on était dans un processus de toute façon vis-à-vis d'Éric Zemmour, dont on a vu effectivement l'évolution petit à petit de ce qu'on a fait et ce qu'on a fini par faire effectivement quand il a déclaré sa candidature. Mais on est dans un processus où de toute façon l'émission allait s'arrêter en tant que telle et où il ne venait en effet plus chroniqueur ni journaliste, mais au-delà, je veux dire, en plus de certaines déclarations qui ont fait l'objet en effet de sanctions ou de mise en demeure. Mais c'est toujours compliqué le sujet parce que là, évidemment que quand on est dans une incitation à la haine ou ce genre de choses et que c'est confirmé, bien évidemment, ça n'a pas vocation à figurer sur l'antenne. Mais après, il y a eu souvent, en tout cas le concernant, il se trouve que c'était souvent concentré autour de lui. Et je le dis d'autant plus que c'est lorsque j'étais à Paris Première que j'avais mis l'émission Zemmour et Nolo à l'antenne. C'est toujours compliqué parce que après ça fait référence, alors on n'est pas dans le cadre que vous évoquez évidemment, mais il y a toujours la question du débat et du débat avec des personnalités. Vous savez, du temps où Frédéric Tadei animait la quotidienne là, Ce soir ou jamais sur France 3, je sais que plusieurs reprises il avait invité des gens qui de temps en temps avaient des points de vue pour le moins tranchés, pour ne pas dire autre chose. Et c'est toujours compliqué le débat qu'on a sur le positionnement de ce type de prise de parole. Alors il va de soi que maintenant, nous, on a, je crois, et je parle évidemment sous le contrôle de Guillaume, pas d'émission de débat, en tout cas politique, enfin en tout cas pas en télévision, évidemment on en a en radio, mais voilà, ça devient compliqué parce que maintenant on aurait ce cas de figure-là précisément, je pense qu'on aurait procédé à une sanction probablement plus rapide. Bon là ça s'est fait, si j'ose dire, de fait parce qu'il a fini par être candidat. Mais le débat était compliqué et sur cette émission où il y avait de mémoire, mais encore une fois, je vous donnerai tout ça. Il me semblait que c'était autour d'un débat sur le Terre d'Asile. Enfin, il y avait quelqu'un de Terre d'Asile. Éric Nolot, nous, on avait considéré qu'il avait apporté une forme de contradiction au côté excessif du propos d'Éric Zemmour. Voilà, c'est tout ça, tout ce qui est autour. Alors, là, c'est vrai que j'avais pas prévu si j'ose dire, de réviser ce cas parce que on était parti plutôt sur les violences. Bon, après, on peut considérer que ça en fait partie dans le propos, mais là, on est plus sur le cadre de la déontologie et de la façon dont les chroniqueurs s'expriment ou pas, et dans les propos qui peuvent sembler extrêmes. Nous, la règle qu'on avait jusqu'à présent, c'est que quand quelqu'un portait un propos, il fallait absolument que le journaliste, animateur ou l'autre chroniqueur contredise le propos ou recadre le propos, le recentre. Là, on était dans un cas qui était un peu limite, et en effet, on a eu cette sanction. Monsieur le rapporteur. Depuis le début de nos auditions, il y a un sujet qui vient souvent, qui est quasi permanent, c'est de voir que parfois la parole ne se libère pas parce que les victimes ou les témoins ont la conscience des implications financières, cette idée que c'est une grande équipe qui travaille autour d'un projet. Pour vous, vous êtes financeur de fiction, donc vous connaissez ça, mais même les émissions, c'est beaucoup de monde, que ce soit les émissions de télé-réalité ou les autres. Et donc, les gens, parce qu'il y a cette contrainte financière et ce poids financier, et puis cette peur réputationnelle, qui est un autre sujet sur lequel on pourra peut-être venir, mais tout ça est lié peut-être. C'est aujourd'hui comment on fait pour assurer le risque qui peut arriver quand quelqu'un témoigne, quand quelqu'un dénonce, quand une victime porte plainte, il y a des implications financières. Aujourd'hui, que pensez-vous du système assurantiel ? Est-ce que vous êtes prêt pour justement que les producteurs se protègent mieux et qu'ils puissent sereinement dire on arrête un tournage parce que là il y a un cas, il faut qu'on le règle, et donc sereinement ils puissent le faire ? Est-ce que vous seriez prêt
dans les modes de financement et dans les financements que vous donnez aux producteurs, dans vos achats, à prendre une partie de ce risque, en charge d'une partie de ce risque. Parce que vous êtes co-responsable, c'est une chaîne de valeur en quelque sorte. Et c'est vrai que si vous demandez à un producteur de faire un programme de télé-réalité, il y a un risque qui est là. Donc est-ce que vous êtes prêt à avoir une réflexion sur ce sujet, ou peut-être vous l'avez déjà eu? Qui souhaite répondre? Monsieur Charles. Peut-être en premier. Dans le principe, en tout cas, si ça permet de débloquer une pression financière, si elle existe, bien sûr. Après, nous, dans nos contrats, le producteur nous garantit, il nous donne des garanties. Donc s'il y a un problème, je dirais le moyen en tant qu'acheteur ou financeur de se retourner contre le producteur, qui lui-même peut se retourner contre le fautif. Donc il y a quand même aujourd'hui, on est dans des relations contractuelles où des garanties sont données par rapport à la bonne conduite et à la bonne tenue des tournages, et qu'il n'y ait pas cette typologie de problème. Après, si on doit y rajouter, et je crois que parfois on le fait, c'est pas encore une pratique généralisée, mais une couverture, moi je trouve ça un peu triste, mais c'est comme ça, c'est l'époque qui demande, c'est un risque qui existe, voilà. Pourquoi pas le couvrir en effet par des systèmes d'assurance. Après, la prévention, je pense, j'insiste quand même beaucoup sur ce point-là. Quand on lit à haute voix les contrats aux gens, et on parlait de la feuille de service tout à l'heure, la feuille de service, c'est vraiment, c'est comme la convocation, et c'est la convocation quotidienne au tournage. Et si vous regardez, la troisième, le numéro du référent est au tout début de la convocation. Je ne dis pas que ça ne sera suffisant pour débloquer la parole totalement, mais soyez assurés qu'en tout cas on fait tout pour y arriver, sous couvert d'anonymat bien sûr s'il faut. Donc, et quand il y a un problème, de toute façon c'est mauvais pour tout le monde, hein. C'est un problème beaucoup plus lointain, parce que là pour le coup, mais nous on était distributeur, on est distributeur du film sur l'abbé Pierre. Économiquement, je veux dire, la valeur patrimoniale du film, évidemment, est impactée par tout ce qu'il y a pu y avoir. Donc je dirais que moi, je ne sais pas la bonne motivation, mais en tout cas, quand il y a quelque chose qui se passe, en règle générale, les conséquences économiques sont très très importantes, hein. Est-ce que vous pourriez nous décrire un cas où il y avait eu sanction, qui est allé jusqu'à la sanction? Comment ça s'est passé et quelles ont été les différentes étapes? Alors, je vais prendre pour exemple peut-être une enquête qui a été menée. Les enquêtes sont menées dans des délais courts, comme je vous le spécifiais tout à l'heure, parce qu'il y a potentiellement des femmes majoritairement, mais aussi ça peut concerner des hommes en souffrance. On reçoit par exemple sur une équipe, on va recevoir soit l'ensemble de l'équipe quand cette dernière reste de taille modeste, soit chaque représentant d'un métier de l'équipe. Ces échanges sont évidemment confidentiels, ce qui facilite évidemment, et on a un engagement de confidentialité réciproque entre les interviewés et les enquêteurs. Évidemment, on interviewe le ou la personne qui aurait généré le trouble. Et puis, donc cette enquête s'effectue en interne avec un représentant du personnel. Et l'enquête va donc conclure. Et les conclusions seront donc partagées avec la direction générale de l'entreprise. Et les sanctions sont, quand il y a sanctions, elles sont évidemment appliquées dans le cadre du Code du travail, et elles peuvent conduire, ça a été le cas, à des licenciements pour faute grave. Est-ce que j'ai répondu à votre... Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur.
Oui, pour revenir sur les enquêtes, là vous venez d'en décrire, est-ce qu'il y a des protocoles particuliers? Parce qu'aujourd'hui dans le droit du travail, il y a des obligations de résultats. Il ne me semble pas que ça soit spécifiquement précisé. Il y a des entreprises qui parfois font appel à des cabinets extérieurs pour faire ces enquêtes. Quelles sont les règles en fait? Et est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être clarifié avec une certaine uniformisation des prérequis dans ces enquêtes et peut-être parce que moi j'ai toujours peur des enquêtes qui sont mal faites et qui sont pires que le mal, et on le sait en matière de judiciaire. Il y va de même en matière judiciaire. Une enquête qui s'embarque mal, parfois, c'est un échec garanti. Donc, est-ce que vous auriez peut-être des préconisations sur ces enquêtes et peut-être un renforcement de la législation sur ces enquêtes? Monsieur le rapporteur, je suis ravi que vous me posiez la question, parce que je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Le Code du travail aujourd'hui n'est pas assez précis, donc chacun y va de sa méthode. Alors, il se trouve que nous, on a de la chance, les sociétés du SBF 120, du CAC 40, on a des moyens, on est des sociétés de plus de 1000 salariés, donc on a des moyens et on peut faire les choses. Mais je trouve qu'il y a une carence dans le Code du travail aujourd'hui qui, évidemment, donne des obligations à l'employeur sans préciser la méthode, qui participe à une enquête, dans quel délai, qui doit être entendu, comment doit être constitué le rapport de l'enquête. Donc oui, et je pense que si vous nous posez la question, c'est que vous avez évidemment une petite idée en tête, mais je pense que vous avez un rôle extrêmement important dans le rôle qui est le vôtre pour pouvoir justement améliorer le dispositif, et notamment à l'endroit des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens que nous avons pour mener dans des conditions, je dirais, sérieuses ces enquêtes. Dans la fonction publique, c'est vrai c'est beaucoup plus précis en fait, les obligations de la fonction publique de ce point de vue-là, puisqu'il y a dans le code de la fonction publique un process, et en effet dans le code du travail privé, relevant de la sphère privée, il n'y a pas ce process. Moi j'avais une question qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est depuis les révélations, depuis les accusations sur la personne de Stéphane Plaza, est-ce que les audiences ont bougé ? Alors, il y a eu une baisse d'audience, mais il est assez difficile de dire si elles sont liées à ces accusations ou parce que la marque est assez ancienne et en plus elle a eu un contexte de concurrence parce que beaucoup de l'audience est faite par aussi ce qu'il y a en face. Donc voilà, ça baissait déjà un peu, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une accélération forte de la baisse. Mais ça a pu avoir un impact, peut-être, léger. Est-ce qu'il y aurait un point qu'on n'aurait pas abordé et que vous souhaiteriez aborder avant de... Peut-être quand même, oui. On vous apportera des éléments de réponse complémentaires à ceux qu'on n'a pas pu vous donner. Je voudrais quand même insister. Ok, on vous remercie chaleureusement d'avoir passé ce temps en audition. Et donc, si vous avez des éléments complémentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par écrit. Nous réservons évidemment la possibilité, nous aussi, de revenir vers vous en cas d'éléments qui nous manqueraient ou d'auditionner, et monsieur le rapporteur en a parlé, d'autres personnes de votre groupe qui pourraient être plus en lien avec les affaires qui nous intéressent. Le rapport sera publié au mois d'avril. Voilà, et je pense qu'il y aura une restitution à peu près toutes les personnes qui ont été auditionnées. Donc, en vous remerciant chaleureusement du temps passé et en vous souhaitant une bonne journée. Merci, au revoir.